Ce balado est une présentation du Centre de services scolaires Chemin du Roi. Apprendre, réaliser, ensemble. Bienvenue à Après la cloche, le balado conçu pour accompagner les enseignants dans leur parcours professionnel avec une attention toute particulière pour ceux en début de carrière. Notre mission? Vous offrir des outils pour grandir, nourrir votre bien-être et renforcer votre sentiment d'appartenance à la communauté enseignante. Ici, nous partageons des histoires inspirantes d'enseignants et d'experts qui, chaque jour, contribuent à créer un milieu scolaire humain, inclusif et bienveillant. Salut tout le monde, bienvenue à Après la cloche, le balado qui accompagne les enseignants dans leur quotidien. Je suis Pascal Romano et je suis accompagnée de François de Caroufel, conseiller pédagogique en insertion professionnelle. Salut François! Allô Pascal! Aujourd'hui, on va prendre un moment pour jaser de numérique en enseignement, mais surtout pour essayer d'y voir un peu plus clair parce qu'on va se le dire, entre les outils, les plateformes, les nouvelles tendances, ça peut devenir un peu mêlant. Alors, la vraie question, c'est qu'est-ce qui vaut vraiment la peine d'être utilisé en classe? Puis comment on peut intégrer ça de façon simple sans se compliquer la vie? Exactement, et pour nous aider à y voir plus clair, on reçoit aujourd'hui Michael-Philippe Marchand, qui est conseiller pédagogique en technologie. Puis on est vraiment content de le recevoir parce qu'habituellement, en fait, il est avec nous depuis le tout début du projet du balado, à la console, en post-production. Et là, on l'a kidnappé de sa console pour le mettre devant un micro. Salut Michael, vraiment heureuse de te recevoir. Salut Michael, moi aussi je suis content. Michael est mon collègue de travail. Content aussi. Merci de me recevoir, merci. Avant de plonger dans cet épisode-là, on veut d'abord et avant tout prendre un petit moment pour situer le contexte. On enregistre cet épisode-là, nous sommes en mai 2026 et on est très conscient que tout ce qui touche le numérique et l'intelligence artificielle évolue à une vitesse fulgurante. Donc, il est possible que certains outils qu'on mentionne aujourd'hui changent, disparaissent ou soient remplacés dans le futur. C'est aussi possible que dans un an, certaines parties de notre épisode soient désuètes, alors soyez prudents si vous n'écoutez pas cet épisode-là à sa sortie. Donc, on commence, Michael-Philippe, nos jeunes, ce sont des pros de la techno, hein? Ils sont capables de swiper des photos avant même de savoir marcher. On peut se demander, donc, c'est quoi la pertinence de notre démarche aujourd'hui si la techno est déjà si bien ancrée chez nos élèves? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis bien d'accord avec toi. Par contre, il faut faire attention à quelque chose. C'est que nos jeunes d'aujourd'hui sont des très grands consommateurs de contenu, oui, mais ils ne sont pas des créateurs nécessairement de contenu. Tout à fait. Tous les jeunes, effectivement, savent comment consommer de la techno, consommer des contenus numériques, mais est-ce qu'ils savent vraiment comment utiliser la technologie pour apprendre, pour travailler? Puis je pense que le rôle de l'école, c'est de venir leur montrer, en fait, comment utiliser, comment que la technologie va pouvoir les aider dans leur vie future et non juste les divertir. Tout à fait. Oui, puis d'ailleurs, je suis d'accord avec toi. Puis le numérique, c'est ultra stimulant, Michael. Puis dans leur vie de tous les jours, là, on le sait, les jeunes, ils consomment énormément de contenu rapide. C'est instantané. Ils s'ennuient, ils changent de vidéo, ils changent de page. Donc, en classe, là, est-ce qu'on peut vraiment rivaliser avec ça? Et je pense pas, hein? Si on prend juste l'exemple des YouTubeurs là, qui font des montages de capsules vidéo très, très serrés ou bien tout ce qui est vidéo TikTok qui est très, très rapide comme montage vidéo, après ça, quand les jeunes arrivent en classe, ils vont trouver que le rythme n'est pas aussi rapide que ce qu'ils ont consommé la veille. Évidemment. Fait qu'effectivement, on a quand même ce défi-là comme enseignant d'être plus intéressant que ce qu'ils consomment le soir. Puis l'autre chose aussi, c'est que les jeunes, je pense qu'ils ont encore une perception que la technologie, c'est uniquement pour jouer et pour se divertir, pour passer du temps. Fait que quand dans mon rôle de conseiller pédagogique, quand j'arrive dans une classe puis que je vois que les jeunes, ils voient qu'on va faire une activité techno, puis là, ils sont tout heureux, là, puis ils disent « Ah, yes! Ah, yes! On va utiliser les iPads aujourd'hui! » Moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que la technologie, elle ne devrait pas être aussi excitante pour eux puisque la technologie, on va l'utiliser pour travailler. Fait que pour moi, en 2026, sortir un iPad ou un Chromebook pour écrire un texte, les jeunes devraient avoir un peu la même réaction que si on leur demande de sortir une feuille de papier. Puis on le voit là, que dans certaines classes, comme la technologie est utilisée pour se divertir, c'est ça que ça crée chez les jeunes. Ils perçoivent la technologie
comme un jeu, comme un divertissement, au lieu d'être comme un outil de travail. Ah oui, tout à fait. Ça devrait être instauré dans une routine de travail et non, par exemple, je prends au primaire un jeu libre ou quoi que ce Mhm. soit. Ça, c'est à bannir, ça. Puis je pense que c'est pour ça que c'est important de discuter de temps d'écran. Ben, ceux qui me connaissent, ils savent très bien que c'est un sujet qui me préoccupe énormément. L'an dernier, au congrès de mots et de craie, il y avait une conférence du docteur Jean-François Chicoine, qui est pédiatre, sur l'impact des écrans. Et le docteur Jean-François Chicoine, il a écrit la préface d'un livre qui s'appelle La génération anxieuse, en quoi la transformation numérique provoque une mutation de l'enfance, qui a été écrit par Jonathan Haidt. Et honnêtement, j'en parle à tout le monde que je croise. C'est un livre qui est vraiment percutant, tant au niveau des statistiques chez nos jeunes qu'au niveau de ses recommandations. Fait que c'est sûr que moi, je suis un peu partagée entre l'utilisation du numérique en classe puis la préoccupation d'augmenter le temps d'écran chez nos élèves. Qu'est-ce que tu en penses, Michael? Moi, ce que je mentionne tout le temps par rapport à ça, c'est que je mets quand même un bémol parce que je sais qu'on parle beaucoup de temps d'écran avec les parents en Oui. disant les jeunes ne devraient pas consommer plus de tant d'heures d'écran par jour. Mais il faut faire une distinction entre ce qui est le temps d'écran de divertissement, comme Oui. je disais tantôt, que les jeunes, c'est ce qu'ils font habituellement avec tout ce qui est appareil numérique, et le temps d'écran qui est plus un temps d'écran éducatif. Tu sais, auparavant, on utilisait des rétroprojecteurs pour projeter Ben oui. un livre, par exemple, à l'écran pour montrer quelque chose à tout le monde. Maintenant, on n'utilise plus le rétroprojecteur, on utilise un écran. Mm. Mais pour moi, ce n'est pas un temps d'écran qui est nocif pour les jeunes. Exactement. Puis avant de couper ce temps d'écran-là qui est éducatif, finalement, on est aussi bien de conscientiser les parents à diminuer peut-être le temps d'écran récréatif le soir. Exactement. Puis François, tu l'as très bien dit tantôt. Je veux dire, les vendredis après-midi, là, Mhm. pendant une période libre, profitons donc de ces moments-là pour justement couper l'écran mode Tout à fait, ouais. divertissement, Oui. pour faire autre chose, sortir des jeux de société, faire des jeux qu'on va mettre en relation les élèves, Oui. au lieu, encore une fois, de dire aux élèves, « Eh bien là, c'est le temps que tu peux utiliser le numérique pour te divertir. » Je pense que dans leur quotidien, les fins de semaine, les soirs, les jeunes en ont assez du numérique pour se divertir, qu'à l'école, pouvons-nous leur montrer des façons de se divertir, de passer du temps Oui. qui est en dehors des écrans? Tu as tout à fait raison. C'est l'association que vont faire les élèves avec travail et numérique versus temps libre. Je vais m'occuper autrement qu'avec le numérique. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Même si maintenant, là, Michael, même si les enseignants sont de plus en plus vigilants, c'est crucial de rester conscient que l'image du jeune, là, il va le suivre du préscolaire jusqu'à la fin de son secondaire. En prenant ça en considération, là, quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour éviter de se mettre un peu dans le pétrin, si on veut? Qu'est-ce qu'on devrait conseiller aux jeunes? Les jeunes vont avoir presque leur vie complète de façon numérique. Tu sais, combien maintenant d'enfants, depuis leur naissance, ont des photos sur leur Facebook de leurs parents. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. Des fois, je trouve qu'on prend facilement des photos des élèves dans plein de circonstances parce qu'on est fiers d'eux. Hein? Puis c'est absolument pas négatif. C'est qu'on veut montrer aux parents qu'est-ce qui se passe en classe, on veut montrer une réussite d'un élève. Mais ce qu'il faut faire attention à ça, c'est que, on le sait, dans le numérique, il n'y a pas grand-chose qui disparaît. Tout reste. Donc, je pense qu'il faut conscientiser de plus en plus les enseignants à quelles photos que je viens mettre sur le Facebook de ma classe ou le Facebook d'école ou bien même sur des plateformes comme Classe Dojo ou CISA. Qu'est-ce qui est pertinent vraiment de publier? C'est qu'on n'a pas le contrôle. Tu sais, mettons, là, sur Classe Dojo, j'envoie une photo à des parents. Le parent, il peut très bien faire une capture d'écran, même s'il ne peut pas l'enregistrer, puis la publier sur ses réseaux. Exactement. Puis après ça, sur cette capture d'écran-là, est-ce qu'il y avait juste son propre enfant? Des fois, non. Il y a d'autres enfants qui étaient sur la photo. Puis les parents, encore une fois, je dis même pas qu'ils veulent mal faire. Parce Personne que veut mal faire. Bien souvent, ils trouvent ça super beau, puis ils trouvent ça cute. Mais on voit des choses que
des fois, on ne voit pas l'impact que ça pourrait avoir, même rendu à l'adolescence. Bien, ça peut donner des armes pour de l'intimidation, de dire « Hey, j'ai trouvé une photo de toi quand tu étais en 6e année, puis tu avais toute la face pleine de chocolat. Puis après ça, il imprime cette photo-là ou il la partage sur d'autres médias sociaux. Fait que des fois, on ne voit pas l'impact que ça aura plus tard. Fait que faire toujours attention à savoir ce que je publie, ben quel impact que ça pourrait avoir justement dans leur vie future. Tu sais, tout ce qui est activité, là, où est-ce que... On en a vu des drôles de choses, puis je pense que les gens de plus en plus sont conscientisés à ça. Mais tu sais, des photos prises pendant une activité à la piscine, où est-ce que les enfants, ben, sont pas habillés en habits de neige, là. Donc, faire toujours attention. Puis, le premier intéressé, là, ben, c'est l'enfant dans tout ça, là. À qui on doit demander le consentement? Je sais qu'on a fait signer une feuille de consentement aux parents puis qu'il a donné son consentement pour que son enfant puisse être pris en photo. Mais des fois, on oublie que le premier là, à qui on devrait demander, ben c'est l'enfant. Donc, allez leur demander, est-ce que ça tente ce matin d'être pris en photo? Parce que ça se peut très bien. Puis plus qu'ils vieillissent, plus que des fois... ben peut-être qu'ils ne sont pas dans leur meilleur jour puis qu'ils ne veulent pas être pris en photo. Fait que de toujours faire attention à ça. Si vous prenez en photo toute la classe, puis que certains élèves là-dedans qui ne voulaient pas être pris en photo, des fois, ou bien que le parent ne voulait pas être pris, que leur enfant soit pris en photo, bien, c'est sûr que d'utiliser le fameux petit bonhomme par-dessus la photo de l'élève. Oui. Puis, des fois, je trouve ça mieux de faire ça que de dire à l'enfant... Hey, toi, là, tu n'as pas le droit d'être pris en photo. Fait que va-t'en plus loin là, pendant que nous, on prend une belle photo de groupe. Oui, puis des fois, c'est pas sa décision à lui, c'est justement, c'est son parent. Il y a des méthodes, même, tantôt, on va parler de l'outil Canva, mais sur Canva, maintenant, on peut même sélectionner une personne sur une photo puis enlever juste cette personne-là. Bien, merci pour la réponse. Maintenant, on va parler un petit peu de communication, Michael, parce qu'on sait que le numérique nous permet de communiquer, bien sûr. Là. Ça peut être extrêmement efficace, d'ailleurs, si c'est bien utilisé, puis qu'on utilise le bon moyen de communication. Dans ce sens-là, de quelle façon, toi, tu recommandes de communiquer avec les parents et avec les élèves? Je pense que le premier réflexe de plusieurs, c'est d'utiliser des plateformes qu'eux-mêmes connaissent. Par exemple, je donne l'exemple de Messenger, de groupe Messenger. Je pense qu'il y a d'autres plateformes qui sont mieux. Je pense que la première plateforme à utiliser pour communiquer avec les parents reste le courriel. Oui. Des fois, oui, c'est plus officiel. On n'a pas un échange qui est plus naturel comme un groupe Facebook, mais quand même, le courriel reste quand même la première porte d'entrée pour communiquer avec les parents ou bien même avec les élèves, là, si on parle d'élèves un peu plus vieux. Il y a d'autres plateformes quand même qu'on peut utiliser qui sont faites pour l'école. Là, le ministère est en train d'en développer. Si je peux nommer Clic École qui devrait faire sa place de plus en plus dans nos écoles. Puis ce que j'aime de cette plateforme-là, c'est que c'est été développé un peu dans un même principe qu'un média social, mais très protégé, où on a vraiment un échange format clavardage là, avec les parents. Fait que je pense qu'on s'en va de plus en plus vers des plateformes qui ressemblent à des plateformes de médias sociaux, mais qui ont des protections de confidentialité et qui permettent aussi à l'enseignant d'avoir un contrôle. Parce que combien de pages Facebook qui a été créées pour des équipes de sport ou des classes, où est-ce que là, on voit des parents se répondre entre eux, puis des fois, le seul responsable de qu'est-ce qui se dit là-dedans, ben c'est celui qui l'a parti, donc l'entraîneur, l'enseignant. Bon, maintenant qu'on a terminé un petit peu avec les avertissements et les mises en garde, là, on peut passer à quelque chose qui est un peu plus concret, si on veut. Comment faire pour que cette utilisation des technologies là, soit efficace dans notre quotidien? Puis on va commencer par tout ce qui est plus professionnel ou plus administratif dans notre travail, puis on va glisser tranquillement vers la pédagogie. L'idée, c'est vraiment d'aller vers des outils qui sont simples, rapides à apprendre, mais qui apportent un vrai gain au quotidien. En fait, des outils qui nous font gagner du temps puis pas en perdre. Donc, est-ce que tu en as des idées, toi, d'outils numériques, Michael, qu'un enseignant gagne vraiment à s'approprier puis à introduire tout simplement dans ses pratiques au quotidien? Je trouve ça le fun qu'on commence par tout ce qui est de l'aspect professionnel. Parce que n'importe quel métier de nos jours ben, utilise le numérique, puis l'enseignant, ben, il ne peut pas passer à côté de ça. Fait que qu'est-ce qui est dédié plus à l'aspect professionnel de la tâche enseignante? C'est sûr qu'un des outils
qu'on utilise pratiquement à tous les jours puis qu'on devrait apprendre à utiliser de façon efficace, ben c'est Outlook. Il y a beaucoup de choses dans Outlook qu'on pourrait apprendre comme enseignant qui pourraient être utiles. Faire des règles, par exemple, pour que nos courriels se classent automatiquement. Puis je parlerai aussi un peu du calendrier Outlook. Oui. Je pense que oui, l'agenda papier est encore très utilisé en enseignement. Le planificateur enseignant, c'est super intéressant parce qu'on a déjà des cases pour chacun de nos périodes d'enseignement. Pour planifier notre enseignement, c'est un outil génial. Mais pour tout ce qui est plus de l'aspect professionnel, mes rencontres que j'aurai, par exemple, avec des parents, des rencontres que j'aurai avec d'autres professionnels de mon école, bien, Outlook devient vraiment un outil indispensable pour que, par exemple, la direction puisse voir lorsque ces professionnels et un enseignante est disponible pour organiser une rencontre. Au lieu qu'on fasse l'organisation de la rencontre par un échange de courriel, puis là, ben, je ne suis pas disponible à cette date-là, et là, il y a une relance de courriel. Donc, dans le calendrier, on voit vraiment l'horaire des autres intervenants de l'école. Exact. Là. Puis sans, tu sais, voir l'horaire, là, ce que j'appelle voir l'horaire, c'est surtout que quand tu planifies une rencontre par Outlook, tu vois si la personne est disponible. Tu vois pas ce qu'elle fait. Tu vois si elle est disponible. Fait que ça peut être un bel outil au niveau professionnel. Je suis obligée de dire, c'est vrai que les agendas papier sont formidables pour plein d'affaires. Mais moi, mes derniers mois dans ma classe, là, j'ai tourné pour le numérique. Puis juste le fait d'être capable de mettre des liens pour mes activités, ce que je peux pas faire en papier, Ah, tout à bien fait. là, c'est vraiment le fun parce qu'au lieu de tout ouvrir le matin puis d'essayer, bien là, tu sais, au fur et à mesure, je clique juste sur mon lien dans ma période, puis tout se fait là. Exactement. Donc, un autre élément qui peut être intéressant pour un enseignant vraiment de connaître au niveau numérique, c'est tout le partage que l'enseignant doit faire maintenant avec ses élèves. Si j'ai à partager une plateforme, un texte, une vidéo à mes élèves, c'est quoi la meilleure porte d'entrée? Classroom! Oui, effectivement, Classroom est efficace. Ouais. Pour un enfant de l'âge de troisième année, par exemple, bien, aller consulter ses courriels pour aller chercher une vidéo que leur enseignante lui a partagée, bien, ça devient quand même complexe. Fait que quelle plateforme qui peut être super utile pour l'enseignant pour venir faire vraiment un échange numérique avec ses élèves? Bien, on vient d'en nommer un très bon, qui est Google Classroom, qui permet d'avoir vraiment un environnement, une classe numérique, une classe... Les documents de partage. Ouais. Exactement. Qui ressemble beaucoup à une page de médias sociaux, là, une page Facebook là, avec un fil d'actualité où l'enseignante peut vraiment mettre des messages quotidiens. On a un autre endroit qu'on appelle maintenant travaux scolaires, là, un endroit où est-ce qu'on vient classer différentes ressources numériques qui permet aux élèves d'avoir une espèce de bibliothèque numérique, comme il y aurait une bibliothèque au sein de la classe. Fait que dans cette bibliothèque-là, on peut mettre des titres, exemple, ressources pour le français, puis là, on vient classer les ressources numériques pour le français, les sites intéressants, des vidéos, des procéduriers. Puis, tu sais, combien de fois les parents viennent nous voir pour nous dire qu'est-ce que je peux faire pour mon enfant? En français, il y a de la misère. Tu sais, puis là, si déjà il y a un Exactement. Google Classroom avec plein de ressources, bien, on se sauve beaucoup de travail quand Oui, même. puis on Tout à peut fait. tout faire à partir de Classroom aussi. On peut importer, créer des documents doc. Tout ça se fait à partir de Classroom. Donc, on peut les Exact. importer Parce que directement dans l'application. L'exemple que je donne souvent aux enseignants, puis c'est la première question souvent quand ils me demandent, là, j'ai le goût de faire de l'écriture numérique avec mes élèves. Oui. La première question que je leur demande, c'est comment tu vas le partager? Puis là, ben, ils me disent, ben là, les élèves, je pourrais récupérer leur texte sur des clés USB. Et là, Ça va être complexe, ça va être long. ben, effectivement, il va falloir passer en arrière de chaque élève quand il aura fini pour venir emmagasiner le fichier. Ça devient plus d'organisation. Ça a déjà été ça. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Mais je pense que maintenant, il y a des plateformes qui sont plus utiles, plus efficaces, comme Google Classroom, qui nous permet d'élaborer un devoir. Puis dans le devoir, ben, ce que je fais, c'est que j'envoie une copie numérique à chacun de mes élèves, exactement sur le même principe que si j'avais donné une feuille de papier à tous mes élèves. Puis ce qui est le fun, c'est que ces feuilles numériques-là ben, sont déjà partagées avec l'enseignante, ce qui fait en sorte qu'elle peut même voir la progression de leur travail parce qu'elle peut venir cliquer sur chacun des élèves facilement puis venir voir où ils sont rendus. Puis quand ils ont fini, ben, on dit juste aux élèves,
ferme ton Chromebook, ferme ton ordinateur, puis Pas besoin l'enseignante, d'enregistrer. exactement, elle voit déjà le travail de l'élève. L'autre plateforme qui peut être super utile pour ceux qui n'ont pas justement tous les outils Google, ben, c'est Microsoft Teams, qui est le pendant, un peu l'alternative à Google Classroom, qui permet vraiment à l'enseignant de venir partager aussi des fichiers Word de façon interactive, sans utiliser le Word local, là, qui est le Word installé sur les ordinateurs, mais d'utiliser vraiment un Word online où les élèves peuvent collaborer, ils peuvent partager leurs fichiers à un collègue. Donc, c'est vraiment l'alternative qui peut être utilisée si on n'a pas accès aux outils Google. D'autres outils aussi qui peuvent être super utiles à connaître au niveau professionnel comme enseignant, c'est tout ce qui est plateforme pour venir prendre des traces. Là, c'est sûr que la première plateforme qui fait peur à beaucoup de monde, ben, c'est le fameux Excel. On n'est pas bons, les profs, dans Excel puis Google Sheet. Ben, Personne nous a appris à Ouais. travailler avec ça. C'est vrai? Mais je sais, mais on dirait que depuis longtemps, Excel est considéré comme la plateforme un peu obscure, Oui. un peu difficile Il faut à rentrer des s'approprier. formules mathématiques là-dedans. Ouais, là. exactement. Mais Excel, je trouve que un coup qu'on se l'approprie, qu'on fait des choses qui sont relativement simples, tu sais, ça reste que c'est un tableur. Là, tu sais, Ouais. utiliser Comme Sheets d'ailleurs. exactement C'est la même qui est le- chose. qui est le Ouais, pendant version chez, Google. Ouais. chez Google. Mais tu sais, les enseignants utilisent toute une feuille avec des lignes puis des carreaux pour venir mettre des notes. Ben, c'est la première utilisation qu'on peut faire de Excel, c'est vraiment de remplacer la feuille qu'on a de papier avec les fameux petits carreaux. Puis là, on a mis tous les noms des élèves, puis dans les en-têtes, on a mis les noms des travaux. Puis après ça, on vient mettre des notes. Ben, Excel, on peut commencer par l'utiliser juste de cette façon-là. Mais Excel, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'éléments qui peuvent être puissants pour venir faire des calculs, pour venir mettre des listes déroulantes. Comme ça, ben, c'est encore plus rapide de venir prendre des traces. En 2026, avec l'intelligence artificielle, quand on ne sait pas comment faire quelque chose sur Excel ou sur n'importe quelle plateforme, là, je vais le renommer comme ça, c'est très facile de dire, moi, je veux faire un calcul entre ma colonne A puis ma colonne B. Dans la colonne C, je veux le résultat. Puis l'intelligence artificielle, elle va vous sortir exactement la formule à venir coller pour pouvoir avoir ce que vous souhaitez. Fait que ça, c'est un autre outil, je trouve, pour la prise de données qui peut être vraiment utile. Il y a des outils qui sont plus spécialisés pour la prise de données pour les écoles. Je vais en nommer un qui est vraiment très populaire. Il y a des côtés négatifs que je vais vous dire, mais c'est le fameux IDOCO qui s'utilise principalement sur les produits Apple, donc même maintenant sur un iPhone, mais principalement sur un iPad. Ce qui est vraiment génial avec IDOCO, c'est que c'est un outil clé en main. À l'intérieur d'IDOCO, on a autant un planificateur, un calendrier, on a aussi tout ce qui est prise de notes, un peu comme un Excel, mais qui est fait pour qu'il s'utilise plus facilement. Oui. Ce que j'aime beaucoup de ce Excel-là, qui est dans IDOCO, c'est que pour chaque case dans laquelle on a mis une trace, par exemple, on va mettre un résultat. Par exemple, j'ai mis à Samuel, j'ai mis 75 Bien, ce que j'aime, c'est que dans la petite case, on peut venir cliquer, puis ensuite, on peut venir prendre une photo de son travail. Puis ça, ben, ce qui est le fun, c'est que lorsqu'on vient rencontrer après ça les parents, puis qu'ils nous demandent, ben là, comment ça, il y a eu 30 Parce qu'effectivement, à 30 je pense que le parent va demander une justification. Tout à fait. Mais on va pouvoir lui montrer le travail. On va même pouvoir venir enregistrer l'élève. Si, par exemple, on veut venir justifier une communication orale, ben, on peut très bien venir prendre une trace vidéo puis venir l'associer directement à une petite case avec un résultat, avec une observation qui est en format couleur, en format lettre, peu importe. Fait que ça, je trouve ça vraiment utile. Bien, vraiment. Fait que l'enregistrement vidéo, la prise de photos, même juste un enregistrement vocal, ce qui fait en sorte qu'on pourrait très bien demander à un élève de venir s'asseoir à côté de nous, lui demander de lire un texte, puis là, on vient l'enregistrer, puis on vient prendre une trace de sa fluidité. Puis ça va bien après pour faire une rétroaction parce qu'on peut regarder cette trace-là avec l'élève et puis faire une rétro. Exactement. Le côté un peu négatif d'IDOCO, ben, c'est que ça nous oblige à avoir des outils Apple. C'est sûr que certains choix d'école qui
que les produits Apple sont plus dispendieux, ce qui fait en sorte que peut-être que les choix écoles sont faits pour venir mettre le plus grand nombre d'appareils entre les C'est mains ça. des élèves, donc ils viennent prioriser des appareils qui sont moins dispendieux. Mais IDOCO, c'est un outil qui est quand même vraiment génial. Puis, il y a une alternative. Ah. Pour vous en proposer une alternative, qui est web cette fois-ci, qui s'utilise sur n'importe quel type d'appareil. Là. Mhm. On ouvre un navigateur Chrome puis on va dessus. La plateforme s'appelle Aditio et se vante d'être justement l'alternative à IDOCO. Fait que, pour résumer, là, au niveau professionnel, là, Oui. je pense qu'en 2026, l'enseignant n'a plus le choix d'utiliser la technologie. Tout à fait. Puis là, maintenant qu'on a parlé de tout ce qui est professionnel pour travailler, on passe dans ma partie préférée, création. Alors, comment on fait pour créer de la pédagogie, s'intéresser à la pédagogie avec le numérique? Dans les dernières années, on a eu beaucoup d'outils. On a eu Doc, PowerPoint, Google Slides. On en a eu plein, puis ils ont très bien fait le travail. Maintenant, c'est beaucoup Canva qu'on voit parce que c'est comme un incontournable. Hein? Il regroupe beaucoup de fonctions. Est-ce que tu peux nous en parler? Moi, je trouve ça beau parce que Pascal, tu as écrit le phénomène Canva. Le phénomène Parce que je Canva. pense que c'est réellement C'est un un phénomène. outil qui a pris sa place vraiment Dans le monde du numérique. Là. Oui. Ouais. dans le monde de l'éducation et même du numérique, tu as raison. Parce que Canva, c'est un outil que de plus en plus de personnes connaissent et qui est vraiment utile autant pour l'enseignant que pour les élèves. Côté enseignant, là, juste pour vous en parler, je trouve que Canva, pour tout ce qui est recherche de photos, d'images, pour venir embellir vos présentations, vos leçons, vos feuilles d'activité, fini le temps qu'on essayait de chercher une image libre de droit sur Google Images. Ou encore pire, jadis, on collait des petits collants sur nos photocopies. Oui. Oui. Hein? Ou même des CD-ROM d'images. Bien ça, sûr, j'ai déjà je vu me passer rappelle de ça aussi. Exact. Fait que Canva, maintenant, a vraiment des bibliothèques d'images qui sont jolies, en plus. Sont les vraiment images, là. belles, C'est hein, pas... Très au goût du Il y a jour. beaucoup de choix, Exactement. puis c'est effectivement très joli. Tout à fait. Ouais. Pour les élèves, ça a ce même avantage-là. La force de Canva, c'est de proposer des modèles de présentation, des modèles d'infographie, des modèles de feuilles d'activité. C'est leur force. Il y en a même des milliers de modèles. Puis souvent, là, ce qui est un peu plate avec Canva, c'est qu'on passe tellement de temps à chercher le modèle qui nous convient que c'est là un peu la perte de temps. Trop de choix, c'est comme pas assez. Exactement. Finalement. Mais la fois qu'on trouve, du moment qu'on trouve le modèle qui nous convient, au moins, tout ce qui est l'aspect du contenant est déjà fait. C'est là qu'on vient se concentrer sur le contenu. Je trouve que pour les élèves, ils passaient beaucoup de temps sur le contenant, ils allaient chercher des images. Puis je sais que c'est ça qu'ils aiment aussi, les élèves, puis c'est bien correct. Mais avec Canva, c'est plus rapide d'arriver rapidement à un contenant qui est joli. On vient leur dire, maintenant que tu as fait ton beau contenant, maintenant, je veux que tu te concentres sur le contenu. On peut le baliser, là, on peut dire, les amis, là, 20 minutes pour trouver notre contenant, puis après 20 minutes, puis personne qui cherche, là, on produit. De toute façon, comme enseignant, ce qu'on vise, c'est le contenu. C'est ça qu'on veut venir évaluer. Fait que le contenant, c'est bien beau. Ça donne des bels apprentissages numériques, mais souvent, on vient associer l'utilisation d'un outil numérique à une matière scolaire. Exact. C'est pour ça que plus vite que les élèves se concentrent sur le contenu, mieux que c'est. Puis les beaux apprentissages scolaires qu'ils vont faire, ils vont pouvoir après ça les propager un peu, en discuter avec les autres élèves. Donc, ça permet aussi ça permet pas juste d'être créatif à sa place. Après ça, on peut partager aux autres. Tout à fait. Puis Canva cherche à remplacer à peu près tous les outils. C'est merveilleux. Oui. S'il y a tout dans un. S'il y a une plateforme à s'approprier, c'est Canva. Parce que maintenant, Canva intègre aussi le montage vidéo. Ceux qui s'ennuient de Windows Movie Maker, Canva peut être votre solution. Puis ce que j'aime, encore une fois, c'est que pour les élèves, c'est une seule plateforme à s'approprier. Fait que vous voulez faire un petit montage vidéo, même un podcast, en fait, parce que un podcast, c'est une forme de montage vidéo. Fait que l'élève, il peut très bien préparer une image de son podcast, puis ensuite, tout simplement mettre des bandes audio en dessous pour venir parler d'un contenu. Donc, une présentation orale, souvent, on leur faisait faire des PowerPoint à nos élèves. Tout à fait. Canva peut être votre solution par rapport à ça.
Puis en plus, ce que j'aime sur Canva, c'est qu'il permet aussi l'enregistrement audio par-dessus une présentation, Et par-dessus là, un ouais, PowerPoint. Fait que pour faire de la différenciation, pour oui. certains élèves qui peut être plus compliqué de venir parler en avant, bien, Canva peut être utile à ça. On dit à l'élève, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ta présentation, tu vas l'enregistrer, puis à la limite, après ça, on peut la passer devant tout le groupe là, si on veut. On peut y aller avec des étapes. Je vais Mhm. l'écouter toute seule Tout la à première fait, fois. La exactement. deuxième fois, tu vas te choisir 2 amis. On va l'écouter à avec fait. les amis, tu sais, pour l'amener tranquillement à être en confiance là, comme Exactement. orateur. Ouais. Donc, Canva, vraiment un outil indispensable à connaître. Canva est collaboratif. Ça, c'est vraiment le fun. Tous les élèves, ben, en fait, les élèves, ils peuvent être Tout le monde sur le même dossier. exactement à Oui. 2 sur une présentation. Fait qu'il n'y a personne qui est passif. Tout le monde a un appareil, puis tout le monde est en train de travailler. Puis, tu sais, dans tous ces outils-là, qui sont des outils web, on a toujours l'enregistrement automatique. Ça aussi, je trouve que c'est des avantages qu'on a avec les élèves. Je fais tout le temps la blague, il peut avoir le feu, puis c'est plate, mais il n'y a aucun élève qui va perdre son travail, puis où il était rendu. Oui. L'autre avantage, c'est que le web permet aussi l'enregistrement de versions. Fait qu'autant dans Canva, peut-être qu'il y en avait qui ne le savaient pas, mais dans Canva, on a l'historique des versions au même titre que sur les outils Google, comme dans Google Doc Oui. ou dans Google Slides. Fait que c'est très facile aussi d'aller voir à quel moment ils ont travaillé, quelle portion, qui a écrit quoi. Tu sais, un élève qui vient vous voir puis il vous dit hey, là, mon ami, il travaille avec moi, mais il n'arrête pas d'écrire des niaiseries. Puis là, ben, il les efface avant qu'on arrive. sûr. C'est la technique. Ben, avec les historiques de version, on peut très bien, comme enseignant, aller voir puis aller confronter l'élève en lui disant là, j'ai vu tes niaiseries. Maintenant, c'est terminé. On peut-tu passer maintenant au travail? Donc, ça donne beaucoup d'outils, je trouve, pour l'enseignant qui peut être vraiment génial. Puis, la dernière chose que je vous dirais par rapport à Canva, c'est que c'est un outil, puis c'est pour ça qu'on prend la peine, je trouve, dans notre centre de service de le présenter, c'est que c'est une compagnie qui a comme philosophie de dire Canva est gratuit pour les enseignants et ça le restera toujours. C'est même inscrit sur leur site. Est-ce qu'un jour, Canva sera vendu à une autre compagnie puis ils changeront leur philosophie? Peut-être. Mais pour l'instant, ça peut être vraiment un outil qu'on peut se fier et sur lequel on peut vraiment savoir que l'année prochaine, ben, c'est un outil qu'on aura encore accès. Petit ajout sur Canva aussi, maintenant, dans Canva, il y a l'IA. On peut coder avec Canva et on peut faire des magnifiques images, création d'images, qui c'est super intéressant. Donc, c'est des outils supplémentaires qui viennent d'arriver cette année, au cours de l'année. Là, c'est très intéressant. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des outils qui permettent des interactions en grand groupe, là, d'animer des discussions quand on est en grand groupe. Puis même, des fois, ces outils-là peuvent permettre à des élèves de travailler de façon individuelle, mais ça permet surtout d'avoir une rétroaction directe. Donc, tu sais, les fameux Kahoot et Quizzes de ce monde que j'utilisais quand j'étais enseignant, là. Mais là, au goût du jour, là, en ce moment, Michael, est-ce qu'il y en a une application ou une plateforme qu'on peut utiliser pour avoir ces rétroactions directes? Les fameux questionnaires interactifs. Tu sais, là, on vient de parler de création. S'embarquer dans de la création avec tous les élèves, au niveau de la gestion de classe, il faut être prêt. Il faut que nos élèves soient habitués et tout ça. Un premier pas qui peut être intéressant, c'est sur l'utilisation du numérique en classe, c'est les fameux questionnaires interactifs. Avant, je présentais aux enseignants une multitude de plateformes parce que chaque plateforme répondait à un certain besoin. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous en parler d'une seule qui peut répondre à peu près à, je dirais à 90% à ce que vous voulez faire comme questionnaire interactif pour vos élèves. Et c'est la fameuse plateforme Wayground, qui est L'ancien Quizzes, en fait. l'ancien Quizzes, exactement, qui se nomme maintenant Wayground. Pourquoi cette plateforme-là? Bien, parce que, premièrement, elle propose à peu près tous les types de questions. Tu sais, on n'est pas restreint seulement aux questions à choix multiples ou aux réponses courtes ou aux réponses longues, comme un Google Form le fait très bien. C'est tout à fait correct, là. Si c'est votre besoin, ça peut être une très bonne idée d'utiliser Google Form. Par contre, Wayground va plus loin. Il va permettre des questions, par exemple, pour mettre en ordre chronologique des éléments de réponse. Il va permettre aussi de faire des réponses audio, des réponses vidéo. Tu sais, la fameuse réponse vidéo est super intéressante pour faire, par exemple, l'appréciation d'une œuvre ou bien d'un livre.
Ce qui est le fun, c'est que l'élève, il se voit à travers la webcam, il enregistre son appréciation en montrant, en pointant des choses sur l'œuvre qu'il vient de réaliser. Donc, vraiment, là, s'il y a une plateforme que vous pouvez vous approprier qui va répondre à peu près à tout, c'est Wayground. Wayground intègre aussi de l'IA. Donc, on peut lui donner un article, puis Wayground va faire automatiquement des questions sur Une cet capsule article-là. vidéo, un lien Internet. Exactement. Il permet aussi, s'il y en avait qui connaissaient la plateforme Edpuzzle, qui permet encore, là, la plateforme existe encore, de prendre une vidéo YouTube, puis que la vidéo s'arrête automatiquement pour l'élève à un certain moment, puis là, ça vient questionner l'élève. Bien, Wayground intègre ce principe-là aussi. Donc, on lui donne une vidéo et on va venir construire un questionnaire sur cette vidéo-là en mettant des pauses à la vidéo, puis là, on vient questionner l'élève sur qu'est-ce qui vient de se passer. Fait que c'est vraiment un outil que je trouve incroyable à découvrir et qui peut être une très bonne porte d'entrée pour ceux qui sont moins à l'aise avec le numérique en classe. Ça dynamise beaucoup l'enseignement. Et, parce que j'ai le goût de rajouter un dernier élément qui est vraiment un élément qui est une force de Wayground maintenant, c'est l'intégration des fameuses pancartes là, que les élèves ont entre les mains, un peu à la pliqueuse. Ouais. Donc, les élèves n'ont plus besoin d'avoir des appareils pour répondre à votre quiz. Les élèves peuvent avoir tout simplement un carton entre les mains avec un fameux, c'est pas un code QR, là, mais une espèce de carreau, là, de motif exactement, que chaque élève a un motif différent. Puis selon l'orientation du carton, bien, les élèves répondent A, B, C ou D. Puis on n'a pas besoin de faire imprimer les cartons à chaque activité parce que ces cartons-là vont être bons pour tous les quiz. Là. Exactement. Fait que c'est sûr qu'au primaire, là, je trouve ça vraiment génial. Le carton de l'élève est dans son bureau. Les amis, on sort notre carton, on va faire un quiz en fin de période. On n'a pas besoin de sortir des appareils, on n'a pas besoin de gérer des appareils. Ils sortent leur carton, ça dynamise la leçon qu'on est en train de donner. Intéressant, Michael. Avant qu'on passe à la partie sur l'intelligence artificielle, j'aimerais ça qu'on parle d'un outil qui ressort comme étant vraiment puissant pour l'engagement. Je parle de Minecraft Éducation. C'est comme une autre étape. Hein? C'est quand même un monde à s'approprier. Puis je sais que François, tu as fait beaucoup d'expérimentations dans ta classe avec cet outil-là. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben oui, c'est super intéressant, Minecraft. Là, on peut aller vraiment très loin avec Minecraft. Puis effectivement, c'est bon pour l'engagement des élèves. Par exemple, en univers social, je vais vous donner un exemple de projet que je faisais avec mes élèves. On créait une seigneurie. Puis, ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que oui, il y a le mode papier parce qu'on va faire un plan à la base aux élèves, mais après ça, on va vraiment aller directement sur la map, sur la carte Minecraft. Les élèves vont devenir réellement des explorateurs. Puis ils vont devoir découvrir, en fait, le territoire, par exemple, sur lequel, près d'un cours d'eau qui va représenter le fleuve Saint-Laurent. Donc, ils vont défricher la terre. Ils vont vraiment se mettre en mode exploration. Exactement. Oui. Donc, bâtir les édifices en lien avec la seigneurie. Puis on peut aller dans d'autres directions aussi. On pourrait aller en mathématiques, par exemple, faire des petites situations d'application sur la fraction. On pourrait dire aux élèves, construisez-moi une ferme, un enclos, puis dans l'enclos, on va avoir 36 animaux parce qu'on sait que dans Minecraft, il y a des animaux qu'on peut intégrer au jeu. Puis on pourrait leur dire, par exemple, tu vas me placer le tiers des animaux qui seront des poulets ou le quart des animaux qui seront des vaches, peu importe, vous comprenez le principe. Oui. Donc, ça permet à l'élève vraiment d'aller travailler les mathématiques. Donc, d'aller, je dis bien, travailler les mathématiques et non jouer avec Minecraft. C'est ce que je disais tout le temps à mes élèves. On va aller travailler avec Minecraft pour pas qu'ils associent jeu et Minecraft parce que c'est le but ultime d'apprendre avec Minecraft. Donc, en résolution de problèmes, on peut mettre des contraintes aussi, tout à fait. d'air, de périmètre, d'aller construire, bâtir des édifices. Oui. Et tout à fait. Oui, il faut la contrainte, puis il faut garder cet esprit-là, justement, de contrainte mathématique. C'est important de le dire. Bon, maintenant, j'aimerais ça qu'on parle de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos écoles. C'est sûr qu'on a entendu beaucoup d'inquiétudes, puis c'est normal, sur le plagiat ou encore le fait que ça rende les élèves paresseux, puisque ça peut vraiment rédiger à notre place, à la place des élèves. J'aimerais ça entendre ton avis là-dessus, Michael Philippe. Effectivement, l'arrivée de l'IA dans nos écoles est en train de perturber nos habitudes. Les habitudes, le quotidien des élèves.
Je pense que c'est une révolution. Je pense qu'avec l'arrivée d'Internet dans les années 90, je parle d'Internet grand public, a aussi bouleversé le domaine de l'éducation. Oui. Puis l'IA est en train de faire exactement la même chose. Est-ce que c'est que négatif? Non. Est-ce que c'est que positif? Non plus. Le premier point sur lequel je voudrais qu'on discute, c'est effectivement là, les élèves, quand on leur donne le même travail qu'on leur donnait v'là même 10 ans, même pas Même pas. 5 ans, c'est sûr que là, les élèves ont des ressources beaucoup plus puissantes pour s'aider. Puis je dis bien s'aider parce que l'IA, si on apprend à l'élève à l'utiliser pour venir apprendre, c'est un outil qui devient vraiment incroyable. Je fais tout le temps le parallèle entre l'élève avant qui avait un parent qui était enseignant. Par exemple, l'élève, il est en secondaire 2, puis son père, il enseigne les mathématiques de secondaire 2. C'est sûr que quand il y avait un travail à faire en mathématiques à la maison, cet enfant-là, il était avantagé. Il y avait un parent qui pouvait l'aider parfaitement à répondre à son travail, puis l'autre, qu'il n'y avait pas cette chance-là d'avoir un parent connaisseur, là, je vais le dire comme ça. Ou même des fois un parent impliqué, tout simplement. Ah oui, tout à fait, exactement. Il était un peu pénalisé. Là, je trouve qu'avec l'IA, on peut parler d'une certaine équité entre les élèves parce que, justement, tous les élèves ont maintenant la chance d'avoir à la maison un outil qui va pouvoir venir les aider dans ce qu'ils font à l'école. C'est sûr que si l'élève utilise l'IA pour faire à sa place, là, il prend le chemin rapide. Par contre, si on apprend aux élèves à bien utiliser l'IA comme étant un tuteur, là, on donne toute qu'une chance à chaque élève qu'on a dans nos classes de venir augmenter les chances qu'il a de bien faire son travail. Il y a comme un super prof à la maison. Exactement, là. qui est connaisseur de tout en plus. Oui. Je donne tout le temps l'exemple. Si l'élève il demande de faire l'addition 28 plus 38 à l'IA, l'IA va lui donner tout de suite la réponse. Par contre, si l'élève prend pour réflexe, puis si on lui enseigne et on lui apprend à utiliser l'IA comme étant un tuteur, on va lui demander plutôt de dire « J'ai une addition à faire. J'aimerais ça que tu me montres très précisément le processus, la technique, la procédure les stratégies. Pour faire l'addition. » Là, l'IA, elle va se transformer en tuteur et elle va pouvoir l'aider à résoudre cette addition-là. Donc, j'ai pris une addition qui était tout simple. Oui. Mais on parle de division, on parle de situations problèmes plus complexes, on parle même de la création d'un texte. Si l'élève demande à l'IA « Comment je fais pour faire une lettre d'opinion? » Parce que j'ai une lettre d'opinion à rédiger, ça va avoir une valeur bien plus ajoutée que s'il demande tout simplement « Écris-moi la lettre d'opinion sur tel sujet. » Donc, notre posture comme enseignant, c'est un peu plus de lui dire, dis-lui, je suis un élève de 6e année, apprends-moi à faire quelque chose. En fait, c'est de lui montrer à faire des requêtes. Là. On va en parler un petit peu plus tard, mais des bonnes requêtes, efficaces. Tout à fait. Ouais. Puis de voir justement, puis de miser vraiment avec les élèves sur cette chance-là qu'ils ont. Tu sais, un tuteur privé, là, auparavant, ça coûtait un prix de fou. Oui. Maintenant, chacun peut l'avoir gratuitement. Puis c'est un tuteur, en plus, qui ne se fatiguera jamais. Ah oui, il est patient à l'infini, contrairement aux êtres humains. Et tu peux le re-questionner à l'infini. Puis il va toujours vouloir t'aider avec plaisir. Oui, être positif et augmenter ton estime de toi. J'adore la question que tu me poses. Oui. Maintenant, on va parler un peu d'évaluation parce que c'est un petit enjeu avec l'IA quand même. Chez les plus grands, Chez les plus grands au oui. secondaire, oui. Donc, je me demandais s'il y avait des astuces pour s'assurer que nos élèves, là, ils apprennent réellement. Même si on sait, là, maintenant, l'IA, ça peut rédiger assez facilement pour eux, là, une petite requête simple. Tout à fait. C'est sûr que si l'élève demande de faire son travail par l'IA, l'enseignant est en train d'évaluer quoi? Il est en train d'évaluer le travail de l'IA. Ça se mentionne même aux élèves de dire, là, je ne peux pas évaluer ton travail. C'est pas toi qui l'as fait. Je vais évaluer ce que ChatGPT est en train d'écrire ou ce que Gemini a écrit. Donc, il faut premièrement conscientiser les élèves à je te demande de faire un travail, c'est pour venir prendre une trace, pour venir voir qu'est-ce que tu as appris, puis qu'est-ce qui te manque à apprendre pour plus tard. Donc, l'évaluation, il faut la remettre au niveau de l'évaluation qui est plus de l'ordre de la formation et non
juste de mettre une note. Puis ça, déjà, si on travaille sur cette culture-là avec les élèves, ils vont venir comprendre que de le faire faire à sa place, ça ne vaut rien du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire comme enseignant si on veut encore faire la même tâche qu'avant l'arrivée de l'IA? Parce que l'humain est paresseux. Ouais, Exact. exact. Puis, des fois, on a travaillé fort sur une tâche Oui, qu'on vraiment. a faite. C'est tout à fait louable. Donc, on lui donne la même tâche qu'auparavant. On mentionne aux élèves, tu as ce travail-là à faire, tu as cette recherche-là à faire, mais je t'interdis d'utiliser l'IA. Déjà, on se dégage sur le fait qu'on a mis nos règles. Fait que là, on redonne à l'élève, Plein pouvoir. premièrement, si tu utilises l'IA, seras pénalisé. c'était interdit. Quand l'élève va revenir avec son travail, qu'est-ce que vous pourriez faire? C'est venir rencontrer l'élève puis lui dire, viens avec moi, on va se parler du travail que tu as fait. On va mettre le travail de côté, là. Puis j'aimerais ça que tu me parles de ton travail. Un élève qui n'a pas fait son travail puis qui l'a fait faire par l'IA ou par son grand frère, c'est la même technique, premièrement, il va avoir beaucoup de difficultés à en parler. Mais oui, ça va être évident. Par contre, si l'élève a été plus intelligent puis qu'il a pris le temps de s'approprier complètement le travail qu'il a fait faire par l'IA, il l'a appris par cœur à la limite, ou bien il l'a lu, il s'est pris des notes sur le travail qu'il a fait, puis là, il est capable de répondre à notre espèce de petite entrevue qu'on a avec lui. Le travail de l'élève, il est quand même fait. Et l'objectif est atteint. L'objectif Il est a atteint. appris. Il a appris, effectivement. Ça dépend tout le temps de ce qu'on vient évaluer. Fait que c'est d'être en accord avec l'intention du travail, ça, c'est super important. Une autre chose aussi que plusieurs vont venir prendre présentement comme solution, c'est de retourner au papier-crayon. Ça peut être aussi en classe, dans des environnements numériques protégés, avec des outils comme de gestion d'appareils qui permet de voir exactement ce que l'élève est en train de faire sur son outil. Puis l'autre point que j'aimerais rajouter par rapport à tout ce qui est évaluation, c'est que pour tous les travaux que les élèves ont à faire, qui ont besoin d'aller faire de la recherche, d'avoir, trouve-moi des articles et tout ça, on peut revenir à un dossier documentaire qui est sous format papier. L'élève, on va lui fournir un dossier documentaire qui va être papier, puis on va lui demander de faire son travail ensuite au niveau numérique. Mais il va devoir se concentrer sur les sources papier, à moins qu'il réécrive toutes les sources qu'il y a sur ses... Qui prennent des photos, qui rentrent. C'est possible, mais c'est plus difficile. Mais ça met des bâtons dans les roues aux élèves. L'autre chose aussi, si on leur demande de faire des recherches, on peut très bien dire aux élèves, j'aimerais ça voir toutes les sources que tu as prises. J'aimerais ça que tu me détailles tous les articles que tu as trouvés sur Internet dans un document à part. Puis après ça, je veux que tu fondes ton travail sur ces sources-là. Fait qu'encore une fois, tout ça se fait avec l'IA, s'il travaille fort et tout ça, mais ça met certains bâtons dans les roues. Ça complexifie un peu la tâche pour l'élève de le faire faire par l'IA. Super bon. Là, on parle de l'IA pour les élèves, comme outil pour les élèves, mais c'est aussi un gain de temps massif pour un prof. Dis-moi comment ce merveilleux outil peut nous servir au quotidien. Moi, je pense que la porte d'entrée de l'IA pour l'enseignant, c'est la rédaction de courriels aux parents. Oh oui. Des fois, on reçoit des drôles de courriels de parents. Des fois, le courriel peut nous choquer. Parce que, tout à fait. Le parent, on ne comprend pas tout le temps le ton qui est derrière un courriel. Moi, c'est une blague, là, ce que je vais dire là, mais je trouve que l'IA permet de répondre aux parents du même ton que son propre courriel, même en majuscule, en cap lock, là, j'ai écrit mon courriel, puis je suis choqué, moi aussi, par la réponse du parent. Fait qu'on écrit tout ça, on vide là, notre trop-plein, puis après ça, on demande à l'IA, réécris-moi ce courriel-là dans un ton plus approprié. Donc, toi, tu as vidé ton cœur. Exactement. Là, c'était une blague, mais ce que je veux dire, c'est que la rédaction de courriel, l'IA peut très bien être un assistant, comme si on avait notre propre secrétaire qui permet de mettre tout le contenu. C'est à nous de mettre le contenu. Donc, on vient mettre les informations pertinentes qu'on veut mettre dans le courriel, mais tout ce qui est structure du courriel, le ton professionnel. Exactement. L'IA, lui, il va pouvoir le rédiger en quelques secondes, puis on n'aura pas passé énormément de temps par rapport à ça. L'autre chose aussi que l'IA peut aider l'enseignant, c'est que des fois, on n'a pas l'exemple là, de ce qu'on enseigne. La fameuse question des élèves, là, pourquoi qu'on apprend ça? L'IA, elle est une banque
incroyable d'exemples. Fait qu'on peut très bien demander à l'IA de nous dire, sors-moi des exemples de la vie réelle que cette notion-là va pouvoir servir à l'élève. Ou bien même, des fois, on a enseigné, exemple, je prends l'exemple de l'addition de fractions. Puis là, on a sorti des outils de manipulation, on a utilisé différentes petites techniques là, pour leur enseigner comment additionner une fraction, puis on n'a plus d'idées. Il me semble qu'il y en a encore qui auraient besoin de d'autres façons. Bien, l'IA peut vous donner d'autres méthodes pour enseigner certaines choses, puis qui peut être vraiment très utile. Oui. Dernier outil là, qui peut être, que j'aimerais vous mentionner, qui peut être très utile à l'enseignant, c'est Notebook LM qui permet de mettre des sources. Fait que c'est une IA qui nous permet de spécialiser justement l'IA sur des sources précises que nous, on va donner. Fait que ce qui est bien avec Notebook LM, c'est qu'on vient choisir nos propres sources, des articles ou quoi que ce soit sur un sujet. Puis après ça, Notebook, lui, peut nous faire un résumé, peut nous faire des notes de cours, peut nous faire un questionnaire, il peut nous faire un podcast, il peut nous faire une présentation en un seul clic. Des fois, là, pour avoir une petite source numérique de plus pour notre enseignement, Notebook LM, là, vraiment un outil à découvrir. Super. Puis là, mettons qu'on va encore plus loin. Tu en as parlé un petit peu tantôt, François. L'enseignant, il peut maintenant demander à l'IA de faire du codage pour lui, donc de développer des applications. François, c'est quelque chose que tu t'es beaucoup approprié dans les derniers mois. Tu donnes des formations là-dessus. J'y ai été, les deux bras m'ont tombé par terre parce que, bon, je suis pas technouille, mais je suis quand même... Je pensais que je n'étais pas rendue là. Pas tout ce qu'on pouvait faire. Exactement. Puis je me suis surprise à me dire, bien, Colin, je suis capable de faire ça moi aussi. Alors, vas-y donc, parle-nous-en. Bien, dans le fond, moi, j'aime beaucoup Gemini pour ça, pour créer ce type d'activité-là. Puis, il y a différents outils dans Gemini qui sont méconnus. D'ailleurs, avec Gemini, on peut faire de la création de musique, de la création d'images, super efficace. Puis, il y a aussi l'outil Canva qui existe dans Gemini, qui est bien différent Du de Canva la qu'on plateforme, connaît, effectivement, de création qu'on connaît. Donc, la différence, c'est qu'il y a un S à Canva. Donc, Michael et moi, on s'amuse à dire Canvas pour le démêler. le démêler, effectivement. En fait, Gemini, là, ça sert à faire plein de choses. Puis, en fait, si je parle aussi de Canva, il y a un petit plus à gauche de la boîte de conversation. Si vous voulez retrouver ces outils-là que je viens de nommer, bien, c'est vraiment avec le petit plus, vous cliquez sur le plus et les outils vont apparaître. En fait, avec Canva, on peut aussi coder, on peut faire toutes sortes d'activités. Moi, je me suis amusé à créer des générateurs de requêtes. En fait, je vais parler de bonnes requêtes efficaces un peu plus tard. Puis, en fait, j'ai créé des outils qui permettent de créer ces super méga requêtes pour aller créer des belles activités, mais on peut, avec de simples requêtes, faire aussi ces activités interactives-là. On peut coder, on devient des développeurs en un instant avec Canva. Donc, tu sais, excuse-moi, François, j'aimerais rajouter sur le fait qu'on faisait ce même type d'activité-là interactive avec Active Inspire. Tu sais, on passait énormément de temps à faire une activité interactive où on pouvait bouger des mots, les mettre dans les bonnes boîtes, puis là, il fallait mettre un conteneur, puis on passait 2 heures à préparer notre activité, même des fois plus que ça. Puis face à nos élèves, ça prenait 3 minutes, puis l'activité était faite. Tout à fait. Le gain, tu sais, c'était pas un gain de temps là, de faire ça du tout. Maintenant, je pense qu'avec ce que tu proposes... En un instant, là, 1 minute ou 2, 3, là, puis Gemini va générer, en fait, cette activité interactive. Puis on peut faire beaucoup plus qu'une activité interactive. On pourrait créer des situations problèmes, des situations d'application, des textes. On pourrait prendre un texte qu'on a généré, puis ensuite de ça, aller faire une fameuse activité pour aller travailler en grand groupe sur le texte même. On pourrait également créer des grilles d'évaluation. On pourrait créer des guides du maître, des corrigés là, qui vont avec les réseaux. Des simulateurs des aussi. Simulateurs. J'ai vu des enseignants de sciences faire des simulateurs de gravité, des simulateurs de friction. Des causeries mathématiques, effectivement, c'est quasiment infini. Il faut juste avoir l'imagination un petit peu pour aller créer par la suite. Il y a aussi un élément dans Gemini qui est important de nommer. Il y a des versions de Gemini qui sont gratuites quand même. Il y a une version qui est flash, qui est rapide.
En fait, si je donne un exemple par rapport à cette version-là, c'est comme si un enseignant se promenait dans le corridor, rencontrait, il posait une question à son collègue va répondre de façon instinctive assez rapidement sans aller trop loin. Puis il y a une autre version qui est pro, puis c'est cette version-là qui va nous permettre de coder et d'aller plus loin. L'IA va réfléchir davantage, elle va prendre un petit peu plus de temps pour donner une réponse, mais vraiment, le résultat va être impressionnant. Et c'est avec cet outil pro-là qu'on va pouvoir créer nos activités interactives qu'on parle depuis tantôt. On a développé, Michael et moi, une petite méthode de requête parce que tout dépend de la requête qu'on va faire à l'IA. Si on veut avoir un bon résultat avec l'IA, il faut que notre requête soit précise. Donc, on a appelé ça notre méthode CRAFT, donc avec un C par contre. Donc, je vais vous expliquer rapidement les différentes lettres du CRAFT. Le C, en fait, c'est le contexte. Dans notre requête, on doit toujours avoir un contexte. Je vous donne un exemple. On pourrait nommer à l'IA « Je suis un enseignant de 4e année au primaire au Québec ». Donc, on va aller préciser vraiment le contexte. On va donner aussi le rôle à l'IA. Donc, on va lui demander, par exemple, agis comme un concepteur professionnel afin de développer ou de créer une activité interactive en mathématiques sur les fractions. Donc, l'action, le A du CRAFT, lui, il va plutôt servir à décrire ce qu'on s'attend, qu'est-ce qu'on veut, la structure de l'activité. Le format, bien sûr, est-ce qu'on veut un tableau, des images représentant les fractions, des exemples de texte brut, des images colorées, structurées? Ça dépend ce qu'on veut comme format. Puis le ton, Michael en a parlé un peu plus tôt tantôt. Donc, quand il parlait des courriels, donc on va nommer à l'IA le ton qu'on s'attend. Est-ce qu'on veut un ton pédagogue, bienveillant, professionnel? Ça dépend ce qu'on veut créer. Plus notre demande est précise, plus le résultat qu'on reçoit, là, il va être pertinent. En conclusion, ce qui est intéressant, là, c'est qu'on passe du rôle où on cherchait des activités à un rôle où on va créer en un instant, là, puis on va personnaliser aussi la création. C'est ça qui est super intéressant. C'est du sur-mesure, Oui, c'est exactement. génial. Je pense que les conseils qu'on pourrait vous donner, François et moi, sur quelle IA utiliser au niveau institutionnel dans le cadre de votre travail, bien, c'est les deux plateformes qu'on a des licences institutionnelles, dont Copilot de Microsoft ou Gemini chez Google. Fait que je sais que le plus populaire, c'est ChatGPT, même, je le dis fréquemment, là, on dirait que c'est rendu comme le mot frigidaire là, de l'IA, c'est ChatGPT. Mais s'il y en a deux qu'on vous conseille d'utiliser au niveau professionnel, bien, c'est Copilot et Gemini. Pourquoi? Bien, parce que comme on a des comptes associés à notre centre de service, bien, les deux compagnies, en fait, ne s'entraîneront pas sur les données qu'on va leur fournir. Merci. Hey, on termine le balado par la même question qu'on se pose chaque fois. Si on n'est pas très techno puis qu'on veut se lancer, on commence par quoi? Moi, j'explique tout le temps l'espèce d'échelle de l'utilisation de la techno aux enseignants. Je pense qu'il y a 4 marches. La première marche, c'est l'utilisation passive. Ce que je veux dire par là, c'est une utilisation que je pense que la majorité des enseignants vont faire, soit l'utilisation du TNI pour venir présenter du contenu numérique. Fait que, quand je dis une utilisation passive, c'est que les élèves, eux autres, ils vont venir consommer du contenu tout simplement. La deuxième marche, on l'a dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est exerciceur, questionnaire interactif. Donc, les élèves, ils vont suivre une activité. C'est un remplacement d'un cahier d'activités qu'ils vont venir faire sur du numérique. Fait que les NetMath de ce monde ou les questionnaires interactifs. Ce qui est bien avec les questionnaires interactifs, c'est que si c'est vous-même qui réfléchissez aux questions, bien, ça va être beaucoup plus axé sur ce que vous avez enseigné. La troisième marche, c'est la création. On en a parlé d'entrée de jeu dans le podcast. Bien, c'est de laisser les élèves créer, soit créer un texte, créer une affiche à l'aide de Canva, une présentation. Donc là, ça demande un peu plus de connaissances au niveau enseignant, un peu plus de gestion de classe aussi, parce que là, les élèves sont un peu laissés dans un travail où ils ont une plus grande liberté. Ils n'ont pas une question, une réponse à donner et tout ça. Ils ont un élément de création à faire. Et la dernière marche, c'est vraiment tout ce qui est projet collaboratif à l'aide du numérique. Là, on vient vraiment utiliser le numérique comme avec l'utilisation de Minecraft. On va utiliser une plateforme qui est parfois un jeu, mais dans un objectif pédagogique. Fait que là, ça demande à l'enseignant de connaître la plateforme comme Minecraft. Ça demande une gestion de classe un peu plus grande.
c'est sûr que D'être réactif s'il y a des pépins qui arrivent aussi. Donc, il faut Exactement, maîtriser tout à un fait. peu la plateforme. c'est sûr que ça motive énormément les élèves, mais en même temps, ça les excite beaucoup. Il faut être parce capable que- de le supporter. Tout à fait. Fait que, tu sais, il y a 4 marches. Je pense que tout le monde est capable d'en franchir au moins 2, qui est l'utilisation passive, où est-ce que j'utilise mon TNI de façon optimale pour présenter du contenu qui peut être plaisant. Puis je dis même pas que c'est une utilisation, tu sais, c'est une belle utilisation. Là. D'avoir le réflexe d'aller chercher une vidéo pour présenter quelque chose, c'est un élément qu'on n'avait pas comme enseignant dans le passé. Tout à fait. Il fallait aller louer une cassette là, pour présenter un film. Donc, l'idée, c'est de trouver notre zone proximale de développement. Donc, où est-ce que je suis, Exactement. puis c'est quoi Un ma pas à la prochaine fois. marche, puis d'essayer d'y aller. Super bon. Tout à fait. Bon, pour terminer, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que le numérique, là, ça ne s'apprend pas dans un cours d'informatique qui est isolé. Là. C'est transversal aux apprentissages des élèves. En montrant à un élève comment faire une recherche documentaire en univers social ou comment utiliser l'IA en sciences, on lui fait un cadeau pour sa future carrière. Le but de l'enseignant, ou le but de l'enseignement plutôt avec le numérique ne doit jamais être de divertir, mais de donner des outils plutôt qui vont être nécessaires pour le marché du travail plus tard. Tout à fait. Un énorme merci, Michael Philippe, pour tes conseils super accessibles sur le numérique. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et merci finalement à la Boîte Ronde pour son soutien à la réalisation du balado. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'Après la cloche.